Mon beau-père disait que je n'étais pas de son sang. Pendant des années, je l'ai cru. Mais à 29 ans, en essayant de régler un simple problème administratif, une employée a tapé mon numéro de sécurité sociale. Et c'est figé. Ce numéro a été signalé par Interpol, a-t-elle dit. Il appartient à un enfant porté disparu, elle a appelé son superviseur. Quand il est arrivé, il m'a regardé le visage et a murmuré une vérité qui a tout changé. Je pensais autrefois que la chose la plus cruelle que mon beau-père m'ait jamais dite était la vérité. Tu n'es pas de mon sang, Claire. N'attends rien de moi. Il le disait si souvent que j'ai fini par le croire, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce moment-là. Une employée de l'administration a tapé mon numéro de sécurité sociale, a cligné des yeux, et s'est complètement immobilisée. Ses mains se sont figées sur le clavier. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Puis, elle a chuchoté, « Madame, ce numéro de sécurité sociale a été signalé par Interpol. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Un bug, une erreur. Mais elle s'est penchée plus près, la voix tremblante. Il appartient à une enfant qui a disparu il y a 29 ans. Avant que je puisse reprendre mon souffle, elle a appelé son superviseur. Quand l'homme est arrivé, il a jeté un seul regard sur moi, sur mon visage, puis il a chuchoté une unique vérité, une vérité qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Une vérité que je n'étais jamais censé découvrir. Première personne, Claire. Les gens supposent que la violence psychologique est bruyante. La mienne ne l'était pas. Elle était silencieuse, précise, un goutte à goutte qui m'a vidé de l'intérieur au fil des années. Mon beau-père, Mark Hatcher, ne m'a jamais frappé. Il n'en avait pas besoin. Ces mots faisaient le travail. La première fois qu'il l'a dit, j'avais 11 ans. Je faisais la vaisselle lorsqu'un verre m'a glissé des mains et s'est fissuré dans l'évier. Il n'a pas crié. Il n'a pas juré. Il m'a juste regardé froidement, l'air ennuyé, et a murmuré, « Tu n'es pas de mon sang, Claire. Arrête d'agir comme si c'était ta maison. » Cette phrase s'est enfouie en moi, plus profondément qu'aucun bleu ne l'aurait fait. Je me souviens être resté là, les mains tremblantes dans l'eau savonneuse, voulant disparaître. Ma mère, Linda, l'a entendu. Elle a jeté un coup d'œil depuis le couloir, puis a baissé les yeux. Elle ne m'a pas défendu. Elle ne le faisait jamais. À mes 16 ans, cette phrase était devenue une routine, comme un slogan qu'il répétait pour me rappeler ma place. Si je demandais de nouvelles chaussures, Émilie en a besoin. Elle est de mon sang. Tu te débrouilleras. Si je voulais me resservir au dîner, gardant pour la famille. Si j'essayais de participer à une conversation, reste en dehors de ça, Claire. Tout ne te concerne pas, ma demi-sœur Émilie, de 2 ans ma cadette, n'était pas cruelle. Au contraire, elle était gentille d'une façon dont elle n'était pas censée l'être. Elle me glissait ses vieux pulls, me gardait un cupcake de l'école, me chuchotait des choses comme « Je suis désolé, papa te parle comme ça ». Mais elle avait peur de lui, elle aussi. Nous avions tous peur. Mon 18e anniversaire aurait dû signifier la liberté. Au lieu de cela, j'ai trouvé 2 valises près de la porte en rentrant de mon service à l'épicerie. Marc était assis dans son fauteuil inclinable, les bras croisés, la télécommande à la main comme un juge attendant de prononcer la sentence. Il n'a même pas baissé le volume. 18 ans, a-t-il dit. Bien. Il est temps pour toi de partir et de commencer ta propre vie. Tu n'es plus ma responsabilité. Tu ne l'as jamais été. J'ai regardé ma mère, ma ravisseuse, bien que je ne le sache pas encore à l'époque. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un torchon serré dans ses mains, tremblante. Mais elle n'a rien dit. Pas arrêté. Pas. C'est ma fille. Pas même un au revoir, s'écria Émilie en me serrant fort sur le porche. Ne va pas loin, Claire. S'il te plaît, tu es ma sœur. Je me fiche de ce qu'il dit. Mais je suis parti quand même, parce qu'au fond, j'avais déjà accepté ce que Marc avait gravé dans mon identité. Je n'avais ma place nulle part. Je ne savais pas encore qu'il avait tort. Je ne savais pas qu'un dossier d'enfant disparu, avec mon vrai visage dessus, existait quelque part dans une archive du FBI. Je ne savais pas que 2 personnes, à l'autre bout du pays, avaient passé 29 ans à me chercher. À l'époque, tout ce que je savais, c'était ceci, quand Marc a refermé la porte derrière moi, le monde ne m'a pas semblé plus grand. Il m'a semblé plus vide. Et pendant plus d'1 décennie,
j'ai vécu comme quelqu'un qui n'avait ni racines, ni histoire, ni sang. Après avoir quitté la maison de Marc à 18 ans, je pensais que la liberté ressemblerait à un lever de soleil. Au lieu de cela, elle avait le goût du béton froid et des lumières fluorescentes bon marché. J'ai passé ma première nuit seule sur la banquette arrière de ma Corolla 2003 cabossée, serrant mon sac de sport comme s'il contenait les derniers morceaux de moi-même. Peut-être que c'était le cas. J'ai trouvé une chambre à louer la semaine suivante. Cela ressemblait plus à un placard au papier peint décollé. Mais c'était à moi. À moi. Même si la pluie s'infiltrait par le cadre de la fenêtre. À moi. Même si le radiateur cliquetait comme s'il crachait son dernier souffle. Je faisais 3 boulots pour la garder. Premier boulot, caissière à l'épicerie. Deuxième boulot, serveuse de nuit dans un restaurant délabré. Troisième boulot, nettoyer les cages dans une pension pour animaux le week-end. J'étais tellement fatigué tout le temps que le sommeil ressemblait à une rumeur que d'autres personnes expérimentaient. Pourtant, je continuais, parce que qu'étais-je censé faire d'autre? Je n'avais aucune famille à appeler, aucune figure paternelle, une mère qui avait chuchoté plus d'excuses à Marc qu'elle ne m'en avait jamais donné, et une identité dont je ne savais pas qu'elle était un mensonge. À l'époque, je croyais que les mots de Marc étaient simplement mon destin. Tu ne feras jamais partie de quelque chose de réel, Claire. Les filles comme toi finissent par mendier. Alors, j'ai refusé de mendier. Même quand le restaurant a réduit mes heures. Même quand l'épicerie m'a ajouté à la liste des employés, sur appel uniquement. Même quand je me suis foulé le poignet en soulevant des sacs de nourriture pour chiens au centre animalier, et qu'ils m'ont viré parce que les limitations médicales ne les arrangeaient pas. À 29 ans, j'avais vécu 11 ans sans m'appuyer sur une seule personne. Pas un ami, pas un parent, et certainement pas Linda ou Marc. Puis, tout m'est tombé dessus en même temps. Une grippe sévère m'a rendu incapable de travailler pendant une semaine. Mes économies, le peu qui existait, se sont vidées dans les médicaments contre le rhume et le loyer. Quand je suis retourné au travail d'entrepôt que j'avais décroché, j'ai trop forcé en soulevant des boîtes lourdes. Quelque chose a craqué à l'intérieur de mon épaule. Je me suis effondré contre la palette, le souffle court, la douleur assez vive pour brouiller ma vue. Mon superviseur ne m'a même pas regardé quand il a dit, pointez pas, Claire. On t'appellera si on a besoin de toi. Ils n'ont pas appelé. Les analgésiques ont vidé mon portefeuille. Le loyer a dévoré ce qu'il restait. Pour la première fois depuis mon départ de chez Marc, je me suis assise sur mon matelas et j'ai vraiment ressenti le poids d'être seule. C'est là qu'Émilie a appelé. Sa voix semblait plus vieille, plus assurée. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Claire, j'ai entendu dire que tu t'étais blessée. Est-ce que ça va? J'ai failli raccrocher. Pas parce que je la détestais, jamais elle, mais parce que je ne pouvais pas supporter que quiconque étant resté dans cette maison m'entende paraître faible. Je vais bien, ai-je menti? Elle a hésité. Papa n'aurait pas dû te mettre à la porte. J'y pense tout le temps. C'est juste que... j'aimerais avoir pu faire quelque chose. Sa voix s'est brisée, et pendant un instant, j'ai entendu la fillette de 12 ans qui avait l'habitude de me passer des cupcakes en douce, mais je ne pouvais pas me permettre d'accepter le réconfort. Le réconfort signifiait la vulnérabilité. La vulnérabilité signifiait le danger. C'est du passé, et aime. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, nous avons raccroché et j'ai immédiatement pleuré, silencieusement, comme j'avais appris à le faire enfant. Des larmes silencieuses. Pas de son, pas de souffle, parce que je n'allais pas bien. Mon épaule palpitait. Le solde de mon compte bancaire se moquait de moi. Et pour la première fois, la peur que j'avais niée pendant des années a chuchoté, tu ne peux plus faire ça toute seule. Mais la voix de Marc chuchotait plus fort, les filles comme toi finissent par mendier. Il a fallu une fièvre, une main tremblante, et une bouteille d'ibuprofène à moitié périmée pour que je fasse enfin ce que j'avais juré de ne jamais faire. Je suis entré dans le bureau du comté pour demander une aide médicale temporaire. Un simple problème administratif, me suis-je dit. Juste un formulaire, juste une signature, juste de l'aide. Il n'y a rien de honteux à avoir besoin d'aide. Je ne savais pas que, quelques minutes plus tard, ce simple problème administratif déchirerait mon identité tout entière. Quelques minutes après que Randolph ait passé son appel, l'atmosphère dans le bureau a changé. Pas métaphoriquement, littéralement. Les gens se sont tus. Un agent de sécurité s'est rapproché de moi,
faisant semblant de vérifier la sortie. Le personnel a commencé à chuchoter comme si une tempête approchait. Des papiers ont été remués, des portes se sont fermées. Puis, elle est entrée. Une femme portant une veste bleu marine du FBI, les cheveux en queue de cheval basse, les yeux assez perçants pour couper du verre. Elle a montré un insigne. Agent Patricia Morris, division des enfants disparus. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Pendant une seconde, j'ai vraiment regardé derrière moi, car elle n'était sûrement pas là pour moi. Je n'étais pas disparu. Je n'étais rien. Mais elle a marché droit vers ma chaise. Claire, a-t-elle dit doucement. J'ai besoin que vous restiez calme. Je veux juste parler. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Interpol a à voir avec moi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle a étudié mon visage comme Randolph l'avait fait, comme si elle savait déjà quelque chose que j'ignorais. Puis elle s'est assise en face de moi. Avant de commencer, vous souvenez-vous de votre vie avant l'âge de 5 ans? Si. Bien sûr que oui, ai-je dit rapidement. Trop rapidement. Une partie de moi sentait déjà où cela menait. Dites-moi, a-t-elle insisté doucement. Racontez-moi un souvenir. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai essayé plus fort. Une cuisine, une chanson, un jouet. Les images scintillaient comme de la friture, trop floues pour être touchées. Je me souviens. J'ai dégluti. Un berceau blanc, ou peut-être un parc, et quelqu'un qui fredonne. C'est tout. L'agent Morris a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Et l'hôpital où vous êtes né? Je ne sais pas, votre premier médecin? Aucune idée. Les funérailles de votre père? Je me suis figé. Mon beau-père, Marc, m'a dit que mon père est mort quand j'avais 3 ans. En quelle année était-ce, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Je suppose 98 ou 97. Ma voix s'est brisée. Pourquoi est-ce important? L'agent Morris a posé un dossier sur le bureau, un dossier épais, avec une étiquette rouge que je reconnaissais des documentaires et des extraits d'actualité. Cas d'enfant disparu actif. Palmer, nourrisson féminin, 1994. Mes mains tremblaient. Ce n'est pas, j'ai essayé de rire. Ce n'est pas moi. Ça ne peut pas être moi. Elle a ouvert le dossier et en a sorti une photographie. Une photo de bébé granuleuse. Des boucles brunes, de grands yeux verts, des yeux qui ressemblaient exactement aux miens. Quand vous êtes né, a dit l'agent Morris avec précaution, votre nom était Claire Palmer. Vos parents biologiques ont signalé votre enlèvement sur le parking d'une épicerie il y a 29 ans. Mes poumons ont oublié comment fonctionner. Non. Ma mère, Linda, elle m'a élevé. Elle. Linda Hatcher n'est pas votre mère biologique, l'a interrompu l'agent. Elle n'a jamais déclaré de naissance, dans aucun état. Mon monde a basculé. Randolph s'est approché. Claire, ce n'est pas une erreur. Nous avons effectué la comparaison biométrique avant l'arrivée de l'agent Morris. Vous correspondez au profil de vieillissement de Palmer avec une précision de 97,4%. Non, ai-je chuchoté. C'est insensé. L'agent s'est penché en avant, la voix basse et ferme. Claire, vous n'avez jamais été abandonnée. Vous avez été enlevée. La phrase m'a traversé comme une lame. Enlevé, volé, disparu. Mon enfance, chaque souvenir, chaque histoire que Linda m'avait racontée, tout s'est brisé comme du verre frappant du carrelage. Je veux partir, ai-je dit soudainement en me levant. Je n'ai rien fait de mal. Je veux partir. Claire, l'agent Morris a doucement posé une main sur mon bras. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais vous devez entendre la suite. J'ai serré les yeux, luttant contre les larmes. La suite de quoi? Elle a pris une lente inspiration. Vos parents biologiques, Jennifer et Michael Palmer, vous cherchent depuis 29 ans. Ils n'ont jamais arrêté. Quand Interpol a envoyé l'alerte, nous les avons contactés. Je l'ai fixé. Elle a soutenu mon regard avec quelque chose ressemblant à de la pitié entrelacée d'espoir. Claire, ils sont déjà dans un avion. Mes genoux ont lâché et je me suis effondré sur la chaise. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que le sol sous mes pieds ne faisait pas que se dérober.
Il était arraché par une vérité trop grande pour que je puisse la fuir. Ils m'ont emmené directement du bureau du comté vers un bâtiment fédéral à travers la ville. Je ne me suis pas débattu. J'étais trop engourdi pour combattre quoi que ce soit. Chaque kilomètre que nous parcourions ressemblait à un autre fil qui se cassait en moi. L'agent Maurice était assise à côté de moi, calme mais vigilante, comme si j'étais quelque chose de fragile qui risquait de s'effondrer en cas de secousse trop forte. « Claire » a-t-elle dit doucement. « Nous avons localisé Linda Hatcher. »« Localisé ?» Mon estomac s'est tordu. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Maurice a marqué une pause, puis a porté le coup. « Elle a essayé de fuir l'État cet après-midi. Nous l'avons interceptée à une station de bus. J'ai agrippé le siège. Elle. Quoi? Pourquoi s'enfuirait-elle? L'agent n'a pas répondu. Parce que la réponse était évidente. Parce que les coupables s'enfuient. Quand nous sommes arrivés, Maurice m'a guidé vers une salle d'interrogatoire. Des murs blancs stériles, un éclairage trop vif, une table en métal qui semblait froide même de loin. Et assise de l'autre côté, il y avait Linda. Ses poignets étaient menottés. Ses yeux étaient rouges, enflés, tremblants. Quand elle m'a vu, elle a halté comme si elle avait vu un fantôme. « Cla » a-t-elle chuchoté. « Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Ne m'appelle pas comme ça. » Ma voix était glaciale. Elle a craqué juste là, sanglotant, tremblant, s'effondrant sur elle-même. L'agent Maurice est resté en retrait, mais observait tout. Je me suis assise lentement, sans jamais quitter des yeux la femme que j'avais prise pour ma mère pendant 29 ans. « Dis-moi la vérité » ai-je dit. « Tout. Chaque morceau. » Linda a secoué la tête violemment. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je n'étais pas. Je n'ai pas, commence à parler. Elle a inspiré brusquement, comme si elle se noyait. J'ai perdu un bébé, a-t-elle dit en s'étranglant. Avant toi, une petite fille. Elle est morte pendant l'accouchement. Marc était furieux. Il a dit que je l'avais déçu. Il a dit que je ne valais rien en tant qu'épouse et mère. Mon pouls martelait. Elle a continué, une semaine après les funérailles, j'étais à l'épicerie. J'ai vu ta vraie mère charger des courses. Elle a détourné le regard juste une seconde. Juste une seule seconde. Ma vision s'est brouillée. Non. Je ne sais pas ce qui m'a pris, sanglotait Linda. J'entendais la voix de Marc dans ma tête, me disant que je n'étais pas assez bien. Et puis, je t'ai regardé. Tu étais si petite, si parfaite. J'ai pensé que si je lui apportais ce bébé, il ne me quitterait pas, tout mon corps est devenu froid. Tu m'as prise, ai-je chuchoté. Tu m'as volé. Je suis désolé, pleurait-elle. Je suis désolé. Je suis désolé. 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 La rage a bouillonné comme quelque chose de volcanique. Tu m'as laissé grandir en pensant que mon père était mort. Tu as laissé Marc me traiter comme une ordure parce que je n'étais pas de son sang. Tu l'as laissé me jeter dehors à 18 ans. Linda a tressailli comme si chaque phrase était une gifle. J'ai essayé de te protéger, a-t-elle gémi. Me protéger? Je me suis levé si vite que la chaise a grincé. Tu l'as laissé me détruire. Tu l'as laissé me dire que je n'étais pas de son sang. Tu m'as laissé partir sans rien. Linda a secoué la tête rapidement. Non, non, Claire. Tu ne comprends pas, Marc connaissait la vérité. Il savait que je t'avais prise. Il savait que tu n'étais pas à lui et il te détestait pour ça. Je l'ai supplié de mieux te traiter. Supplié de garder le silence jusqu'à tes 18 ans pour qu'on ne t'enlève pas, qu'on ne m'enlève pas, ai-je crié. Linda, j'ai été enlevé par toi. Elle s'est effondrée en sanglots si violents qu'elle pouvait à peine respirer. L'agent Maurice s'est avancé. Claire, vous pouvez faire une pause. Non. J'ai essuyé les larmes de mon visage avec des mains tremblantes. Je veux le reste. Linda s'est forcée à se redresser. Le jour où Marc t'a dit de partir. Il savait que le FBI commençait à réexaminer les affaires classées. Il a paniqué. Il a dit que s'il découvrait ce qu'on avait fait, il irait en prison. Il m'a dit, mets-la dehors, Linda. Elle n'est pas à nous. Elle ne vaut pas la peine de détruire nos vies. J'ai eu l'impression qu'une lame glissait droit dans ma cage thoracique. Cette phrase, pas la peine de détruire nos vies.
C'était ainsi qu'il me considérait. C'est seulement à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec colère, mais avec clarté. M'as-tu jamais aimé, ai-je demandé doucement. Linda s'est figée. Ses pleurs se sont arrêtés. Elle m'a regardé avec une expression brisée. Oui, a-t-elle chuchoté. Plus que tout. Tu étais ma seconde chance, mon miracle. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'ai aimé. Je t'aime encore. Je l'ai fixé et, pour la première fois en 29 ans, j'ai réalisé que l'amour ne signifie rien s'il n'est pas accompagné de la vérité. J'ai reculé. L'agent Maurice s'est dirigé vers moi. Linda a tendu la main désespérément malgré les menottes. Claire, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. J'ai croisé son regard une dernière fois. Tu m'as laissé bien avant aujourd'hui. Puis je me suis détourné, je suis sorti de la pièce, et je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, Maurice a posé une main sur mon épaule. Nous avons contacté vos parents biologiques, a-t-elle dit doucement. Ils atterrissent dans 1 heure. Mon souffle s'est coupé. Ils ont attendu ce moment pendant 29 ans. J'ai fermé les yeux, sentant tout trembler en moi. La peur, le chagrin, l'espoir, tout se percutait. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas vers le vide. Je marchais vers la vérité. L'agent Maurice ne m'a pas emmené à une porte d'aéroport dramatique comme dans les films. Au lieu de cela, elle m'a conduite dans une salle de briefing fédérale calme, aux murs neutres et aux chaises qui semblaient n'avoir jamais connu la joie. Vos parents seront là d'une minute à l'autre, m'a-t-elle dit. Parents? Le mot semblait trop gros pour ma bouche, trop fragile pour être touché. Pendant 29 ans, je n'avais appartenu à personne. Et maintenant, 2 personnes allaient entrer dans ce bâtiment, croyant que j'étais leur fille perdue. Je me tenais dans le coin, serrant mes coudes, tremblant si fort que mes dents claquaient. Je devais ressembler à un animal sauvage prêt à s'enfuir. Claire, a dit gentiment l'agent Maurice. Ce sont de bonnes personnes. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit que vous n'êtes pas prête à dire. J'ai hoché la tête, bien que je ne sentais plus mes jambes. Puis la porte s'est ouverte. Une femme est entrée. Petite, peut-être un M50, les épaules tremblantes, les mains couvrant sa bouche comme si elle se maintenait entière avec ses doigts. Ses yeux, verts avec une tache d'ambre dans le gauche, ont croisé les miens. Et elle s'est effondrée. Oh, oh, mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Claire, mon bébé, ma petite fille. Ses genoux ont flanché. L'agent Maurice a bougé pour la soutenir, mais la femme l'a repoussé et a fait un pas tremblant vers moi. Je me suis figé. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Sa voix se brisait en morceaux. Pendant quelques secondes, elle n'a pas pu parler du tout. Puis, elle a prononcé la phrase qui a pulvérisé chaque mur que j'avais jamais construit. Je savais que tu étais vivante. Un sanglot s'est déchiré d'elle comme s'il avait été piégé pendant des décennies. Derrière elle, un homme est entré, grand, les épaules larges, la barbe grisonnante, les yeux pleins de larmes qu'il n'essayait même pas de cacher. Claire, a-t-il dit d'une voix rauque. Je suis ton père. Mon Dieu, chérie, je n'arrive pas à croire que tu es là. Je me suis plaqué contre le mur, submergé. Je ne me souviens pas de vous, ai-je laissé échapper. Le silence a avalé la pièce. La femme n'a pas tressailli. Elle a hoché la tête à travers ses larmes. Tu avais 6 mois, a-t-elle chuchoté. On ne s'attend pas à ce que tu te souviennes. Nous avons juste prié pour que tu rentres à la maison. Sa voix s'est brisée sur « maison ». Quelque chose en moi s'est brisé avec elle. L'homme, mon père, a fait un pas prudent en avant. Nous avons gardé ta chambre, a-t-il dit doucement. Juste au cas où. Nous ne l'avons jamais changée. Pas une seule fois. Leur chagrin était un raz-de-marée s'abattant sur moi. Suffocant, énorme, impossible à contrer. Puis une autre silhouette est apparue dans l'encadrement de la porte. Un homme dans la vingtaine, fin de vingtaine, grand, nerveux comme pas possible. Ses mains tremblaient. Claire, a-t-il dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je suis Ethan. Je suis ton frère. Mon frère. Les mots ont chassé l'air de mes poumons. Il a fait un pas de plus. J'ai toujours pensé que si tu étais vivante quelque part, peut-être que tu viendrais nous trouver.
Je parlais à ta photo en grandissant. Je te racontais mon école, mes anniversaires, des petites choses stupides. Il rit faiblement, essuyant son nez du revers de la main. J'ai dit à maman que je t'apprendrais à faire du vélo un jour. Je n'avais pas pleuré pendant l'interrogatoire. Je n'avais pas pleuré quand Linda avait avoué. Je n'avais pas pleuré quand l'agent Maurice m'avait dit que j'étais porté disparu depuis 29 ans. Mais j'ai pleuré maintenant, parce que le poids d'être désiré, profondément, férocement, était plus lourd que le poids d'être abandonné. J'ai fait un pas vers eux, puis un autre. Ma mère, ma vraie mère, a levé une main tremblante vers mon visage. Je peux, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Ses doigts ont effleuré ma joue, léger comme une plume, et quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est ouvert d'un coup. Une porte dont j'ignorais qu'elle était verrouillée. Elle m'a attiré dans ses bras, pleurant sur mon épaule, chuchotant mon nom comme une prière qu'elle avait répétée chaque nuit pendant 3 décennies. Mon père a enroulé ses bras autour de nous deux, son corps tremblant. Ethan a pressé son front contre le mien. Et pour la première fois en 29 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais goûté dans la maison de Marc. Jamais trouvé en vivant seul. Jamais cru mériter l'appartenance. Pas seulement l'appartenance du sang. Je n'étais pas l'enfant de personne. J'étais la leur. Et ils avaient attendu, cherché, souffert pour ce moment toute ma vie. Retrouver ma famille biologique n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'une tempête que je ne savais pas comment naviguer, parce que l'amour est puissant, mais les questions, la culpabilité et les blessures inachevées le sont aussi. Pendant des jours après les retrouvailles, je suis resté dans un hôtel organisé par le FBI. Ils voulaient que je sois proche, mais pas submergé. Jennifer appelait chaque matin juste pour demander si j'avais mangé. Michael envoyait par SMS des photos de vieilles photos de famille qu'il pensait susceptibles de raviver un souvenir. Ethan attendait devant ma porte un soir avec des plats à emporter parce qu'il ne faisait pas confiance à la nourriture de l'hôtel. C'était accablant, mais d'une manière qui ressemblait à la lumière du soleil après une vie de pièce sombre. Pourtant, il y avait des ombres que je ne pouvais pas ignorer. La première est venue lorsque l'agent Maurice s'est approché de moi doucement. « Claire. Linda a demandé à te voir. » Juste une fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Chaque instinct en moi a reculé, mais une autre partie, une partie qui se souvenait encore d'elle me brossant les cheveux avant l'école, mettant de la glace sur mes genoux écorchés, chantant des berceuses qu'elle prétendait être les miennes, a chuchoté, « Tu as besoin de tourner la page. » J'ai fini par dire, « J'irai. » La pièce était plus froide que la salle d'interrogatoire du FBI. Plus froide que tout ce que j'avais jamais ressenti venant de Linda. Elle était assise derrière la vitre, pâle, creuse, les yeux rouges d'avoir pleuré. Quand j'ai soulevé le combiné, elle m'a imité, les mains tremblantes. « Claire. » Elle a soufflé mon nom comme une confession, comme une supplique. « Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne suis pas là pour te réconforter, » ai-je dit doucement. « Je suis là pour des réponses. » Elle a hoché la tête lentement. « Je te dirai tout. » Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. J'ai réalisé qu'elle avait l'air plus vieille, fatiguée, fragile, bien plus brisée que la femme qui m'avait élevé. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» ai-je demandé. Elle a fermé les yeux. « Parce que si je le faisais, je te perdrais. Et je ne pouvais pas supporter de perdre un autre enfant. »« Tu m'as perdu de toute façon, » ai-je chuchoté. Une larme a glissé sur sa joue. « Je sais. Marc. Il a utilisé ma culpabilité pour me contrôler. J'ai voulu le quitter tant de fois, mais le mensonge était allé trop loin. Et puis tu as grandi, et je ne savais pas comment défaire ce que j'avais fait sans te blesser. J'ai dégluti difficilement. Tu m'as blessé de toute façon, ai-je dit. Chaque jour, de façon que tu ne voyais pas, et de façon que tu choisissais de ne pas voir. Linda a hoché la tête, les épaules tremblantes. Je sais. Je t'ai laissé tomber. Et j'ai laissé tomber la fille que j'étais autrefois. La fille qui voulait tellement être mère qu'elle a pris la pire décision qu'une femme puisse prendre. Sa voix s'est brisée. Si tu me détestes, je comprends. Je l'ai fixée. La haine était facile. La haine brûlait fort. Mais en dessous, enfoui profondément, il y avait du chagrin. Pas pour elle. Pour l'enfance que j'aurais dû avoir. Pour la mère qui a pleuré pour moi pendant 29 ans. Pour la personne que je suis devenue à cause des mensonges.
Je ne te déteste pas, ai-je finalement dit. Mais je ne te pardonne pas non plus. Linda s'est effondrée doucement, couvrant sa bouche pour étouffer ses sanglots. J'ai raccroché le combiné doucement et je suis parti. De retour dehors, mon téléphone a vibré. Émilie. J'ai hésité avant de répondre. Claire, a-t-elle dit doucement. J'ai vu les nouvelles. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je répondu. J'ai juste besoin que tu saches, a-t-elle continué d'une voix tremblante, que tu as toujours été ma sœur. Toujours. Même quand papa essayait de me faire croire le contraire. Ma gorge s'est serrée. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. Je te veux dans ma vie. Si tu me le permets. Ça m'a frappé à cet instant. Émilie était autant une victime des choix de Mark et Linda que moi. Je le veux aussi, ai-je dit. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Ce soir-là, quand Jennifer m'a serré dans ses bras à la porte de la maison qui aurait dû être la mienne depuis le début, je ne me suis pas raidi. Je me suis laissé aller, juste un peu. Michael a préparé le dîner. Ethan a fait de mauvaises blagues pour me faire sourire. Il y a eu des larmes, des rires, des pauses gênantes, mais tout cela semblait réel. Pas parfait, mais honnête. Pour la première fois, j'avais l'impression d'exister dans un espace où ma présence n'était pas tolérée. Elle était chérie. Je n'étais pas guéri. Pas encore. Mais j'étais enfin à la maison. La guérison n'était pas une ligne droite. C'était un labyrinthe. Un labyrinthe que je parcourais avec des jambes tremblantes et un cœur qui n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la normalité. Mais pour la première fois, je ne marchais pas seul. Jennifer s'asseyait avec moi sur le porche au coucher du soleil, me tendant du thé chaud même si je n'en avais pas demandé. Michael vérifiait chaque serrure de la maison avant de se coucher, comme si me protéger maintenant signifiait quelque chose qu'il devait à l'enfant qu'il n'avait pas pu protéger à l'époque. Et Ethan. Mon Dieu. Ethan m'envoyait des SMS 13 fois par jour. Tu as mangé? Tu as dormi? Tu veux voir le vieux parc près de notre école? Je n'étais pas prête à dire que je me sentais comme leur fille ou leur sœur. Pas encore. Ces mots portaient un poids dans lequel j'avais besoin de grandir. Mais quelque chose en moi avait commencé à dégeler. Mais le tournant, le moment où tout a basculé, s'est produit un mois plus tard. Jennifer m'a emmené au siège de la Fondation Palmer. Un bâtiment en briques rénové avec des photos d'enfants disparus tapissant les murs. Certains avaient été retrouvés. Certains ne le seraient jamais. Certains étaient encore là-bas, à attendre. En passant devant les images, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Je me suis arrêté devant une photo. Un garçon, 8 ans, cheveux bruns, disparu depuis 1 an. Il a l'air effrayé, ai-je murmuré. Il l'est, a chuchoté Jennifer. La plupart des enfants disparus le sont. Mais ils sont aussi courageux, tout comme toi. J'ai senti ma gorge se fermer. Une femme à proximité a entendu et s'est approchée prudemment. Êtes-vous Claire Palmer, a-t-elle demandé, la voix tremblante. La fille qui est rentrée à la maison après 29 ans. J'ai hoché la tête. Elle a éclaté en sanglots. Ma nièce a disparu depuis 3 ans. Votre histoire? Elle nous donne de l'espoir. L'espoir? Un mot auquel j'avais rarement été associé. Cette nuit-là, je me suis tenu dans le couloir vide, fixant le mur des affaires non résolues. Pour la première fois de ma vie, je ne voyais pas des victimes. Je me voyais moi-même, et la version de moi qui n'est jamais rentrée à la maison. Soudain, le chemin devant moi n'était plus flou. Je me suis tourné vers Jennifer. Je veux travailler ici, ai-je dit. Je veux aider à les ramener à la maison. Elle a pressé une main tremblante sur sa bouche, les yeux se remplissant de larmes. Oh, chérie, a-t-elle chuchoté. Tu le fais déjà. En quelques semaines, je suivais une formation avec des enquêteurs, aidant à reconstituer de vieux dossiers, parlant avec des familles qui vivaient dans les mêmes limbes douloureux que mes parents avaient traversés pendant près de 3 décennies. Un après-midi, un détective m'a tendu un dossier. Tu voudras voir ça, a-t-il dit. C'était une affaire d'enfant disparu avec des circonstances étrangement similaires aux miennes, un tout petit enlevé sur le parking d'un magasin. Mon pouls s'est accéléré. Y a-t-il une chance? Oui, a-t-il dit. Et nous avons besoin de quelqu'un qui comprend comment fonctionnent ces schémas. Quelqu'un comme toi.
Nous avons retrouvé ce petit garçon vivant 3 semaines plus tard. Quand sa mère s'est effondrée autour de lui, sanglotant des remerciements au ciel, j'ai senti quelque chose en moi s'apaiser. Pour la première fois, les morceaux fracturés de qui j'étais se sont enfin alignés. Pas Claire Hatcher, pas la fille qui a grandi sans être désirée. Pas le nourrisson volé enterré dans une archive pendant 29 ans. Mais Claire Palmer, une femme qui s'était extraite d'un mensonge et avait marché vers la vérité. Plus forte que quiconque ne l'avait prévu. Le pardon est compliqué, mais la guérison ressemble parfois à s'asseoir en face de quelqu'un qui s'est un jour tenu derrière la même porte fermée que vous. Émilie et moi nous sommes rencontrés dans un petit café entre nos villes. Elle m'a serré dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Je ne retourne pas dans cette maison, m'a-t-elle dit. Marc peut pourrir tout seul. Je te veux dans ma vie, Claire. La vraie vie. Une vie de sœur, ai-je souri pour la première fois depuis des jours. Je veux ça aussi, ai-je chuchoté. Certains liens se brisent pour toujours. D'autres, de manière inattendue, deviennent plus forts. Un soir calme, Jennifer m'a conduite dans la chambre qui avait été la mienne il y a 29 ans. Le berceau avait disparu depuis longtemps, remplacé par un lit et une lumière douce. Mais le papier peint, de minuscules étoiles pastel, était le même. Nous l'avons gardé, a-t-elle chuchoté. Pour toi. Toujours pour toi. J'ai passé mes doigts sur la peinture. Je suis à la maison, ai-je dit doucement. Tu es à la maison, a-t-elle répété. Et pour la première fois en 29 ans, les mots ne semblaient pas empruntés. Ils sonnaient vrais. J'ai encadré l'ancien numéro de sécurité sociale, celui qui appartenait à une fille qui n'a jamais vraiment existé, et je l'ai placé sur mon bureau à la fondation. Pas comme un rappel des mensonges, mais comme une preuve de survie. Chaque fois que je le regarde, je me souviens. On m'a dit pendant des années que je n'appartenais à personne, que je n'étais pas du même sang, que je n'étais rien. Mais la vérité que j'ai apprise, c'est que j'étais le tout de quelqu'un, et que je l'avais toujours été. Parfois, la vie qu'on vous a volée devient celle que vous vous battez le plus pour protéger. Parfois, l'enfant qui disparaît devient l'adulte qui ramène les autres à la maison. Et parfois, contre toute attente, vous retrouvez votre